La connaissance entre doute et certitude, entre époquet et épistémé. Qu'est-ce que connaître? Question complexe comme tant d'autres et que l'on n'instruit pas en quelques mots seulement. Comme elle a été initiée dans la culture occidentale par la réflexion que les Grecs de l'Antiquité ont menée, c'est vers eux que nous allons nous tourner en essayant de retrouver la dynamique qu'il a portée. Nous le ferons en nous appuyant sur deux mots complémentaires, épistémé et époquet. Partons du terme que l'on peut considérer comme le plus important, le substantif épistémé que nous traduisons habituellement par science ou par discipline. Ce terme, comme vous le savez, se retrouve dans notre mot savant épistémologie, qui est la science des sciences ou la science de la connaissance. Et cette référence au grec est tout à fait justifiée. Notre épistémologie, en effet, est toujours fondamentalement grecque. La première chose à remarquer est que ce mot repose sur une métaphore. Il ne signifie pas par lui-même connaissance ou science. Il est fait sur le verbe épistamai, qui signifie bien également connaître ou savoir, mais qui est une autre forme du verbe ephistamai, lequel a gardé son sens premier, se tenir au-dessus, être placé au-dessus, sens premier que l'on retrouve également dans bien des mots de la famille de épistémé. Celui qui sait, l'épistémone ou l'épistatès, est donc celui qui se tient au-dessus. L'une des métaphores, qui sont à l'origine de la conception grecque de la connaissance, métaphore qui reste toujours présente et active dans les mots, indique que la véritable connaissance, celle qui donne prise sur son objet, qui permet d'en avoir une maîtrise certaine, sens particulier qu'a aussi le terme épistatès, résulte d'une prise de distance, d'une prise de hauteur, d'une mise en surplomb. Il ne suffit donc pas d'être sur le terrain pour le connaître, comme le pense par exemple Calliclès dans le Gorgias de Platon. Pour le dominer au sens d'en avoir la maîtrise, il est nécessaire de le dominer au sens de se placer au-dessus. Un mot n'existe jamais seul. Ses potentialités sémantiques se développent grâce au rapport de similitude ou d'opposition qu'il entretient avec les autres. Or, parmi les autres termes qui en grec ont trait à la connaissance, il en est un qui mérite toute notre attention, époquet. Le mot est à première vue moins connu qu'épistémé. Il est pourtant d'un usage courant dans la langue française, puisque le terme époque en est la transcription dans notre langue. S'il a disparu depuis longtemps de notre environnement épistémique et pédagogique, sans doute est-ce parce qu'il avait partie liée avec des écoles philosophiques qui prenaient le doute systématique, en particulier l'école sceptique, et qui ne pouvait, pour cette raison, être accepté par la tradition chrétienne. Il est en revanche réapparu au XVIIe siècle dans le domaine de la chronologie pour signifier ce que nous nommons une période déterminée par des événements qui ont entraîné à la fois l'arrêt d'un état de choses et l'ouverture d'un nouvel état, bref, une époque. Mais jusqu'à ce que la religion chrétienne devienne l'instance instituante de la pensée en Occident, ce terme avait une importance d'autant plus grande en épistémologie qu'il s'opposait à épistémé, ou plus exactement, qu'il en signifiait les limites. Le premier aspect intéressant à remarquer est que ce mot provient d'une métaphore très proche de celle que nous avons reconnue à l'origine d'épistémé, métaphore qui n'a pas davantage à voir a priori avec la connaissance. Si épistémé en effet évoque
la position au-dessus, époquet évoque celle de posture au-dessus, épi et kein. La différence entre les deux est que la première place le sujet en position objective, tandis que la seconde l'implique dans la relation à l'objet. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ces deux mots n'ont pas eu le même destin. Épistémé est plutôt allé du côté de l'explication, du côté des procédures objectives et des résultats que ces procédures permettent d'atteindre, d'où l'importance qu'il a pu prendre. Réinvesti à l'époque moderne par les sciences et qui ont le monde physique pour objet, il est devenu synonyme de science et s'est imposé comme paradigme de toute science, y compris à tort pour les sciences humaines. Époquet, en revanche, parce qu'il signifie l'implication du sujet, est plutôt allé du côté de la compréhension et signifie cette attitude prudentielle et critique, cette réserve qui fait que l'on se retient de donner son assentiment tant que l'on n'est pas certain de pouvoir le faire compte tenu des règles qu'impose tout épistémé véritable. S'il est vrai que, en dehors des domaines qu'investissent les sciences dites exactes, le jugement quant au vrai, auquel le questionnement aboutit, ne peut jamais être tenu pour certain et définitif. La connaissance véritable sera donc celle qui sait articuler les deux logiques que portent les deux termes épistémé et époquet. Et l'on peut dire que la méthode socratique, qui reste le paradigme de la démarche philosophique, en est une parfaite illustration. Comme chacun sait, ce qui caractérise la méthode de Socrate est qu'il procède par interrogation, to erotan, et par réponse, to apokrinestai ou to hypokrinestai. La traduction habituelle d'apokrinestai ou de hypokrinestai par réponse ne permet pas d'entendre la métaphore qui en grec est là encore à l'œuvre. Ces deux verbes signifient discriminer pour porter un jugement, ce que signifie proprement le verbe krinein, dont on a tiré le mot kriterion, critère. Discriminer donc soit apo, à partir de ce que l'interlocuteur vient de dire, et également à partir de ce que soi-même on peut apporter à la discussion. Soit hypo, à partir de ce qui est en dessous, de ce qui, même caché, surtout caché, la fonde. Apokrinestai ou hypokrinestai est moins dans la logique d'une réponse qui clôt la démarche qu'une reprise de la démarche elle-même pour l'instruire jusqu'au bout, ce qui veut dire sans fin, surtout quand il s'agit de questions qui traitent non pas seulement du comment, mais également du pourquoi. Connaître, c'est finalement être capable d'instruire une question, en suivant des règles épistémiques objectives et partagées, ce que porte la tradition rattachée à épistémé, mais en se gardant bien de décider ou de déterminer prématurément ce qui est vrai ou faux, ce que porte la tradition rattachée à époquet. Décision qui, dans tout ce qui concerne proprement l'humain, c'est-à-dire qui implique un jugement de valeur et ne saurait pour cette raison se réduire à l'analyse qui le fonde, reste la prérogative de tout un chacun et ne peut être imposée par personne. Telle est justement, pour conclure, la signification qu'il convient de reconnaître au terme discipline dont on qualifie les matières d'enseignement. Son introduction avec le sens dans l'éducation ne s'est faite qu'avec l'instauration de la République à partir de 1870. La plus ancienne attestation que j'ai trouvée pour l'instant date de 1892 et ce n'est pas un hasard. En régime républicain, l'éducation publique, comme l'avait défendu Condorcet lors de la Révolution française, ne saurait se limiter qu'à l'instruction, c'est-à-dire à pratiquer l'époquet entendu et comme mise en suspension des opinions non fondées,
et comme mise en suspension des décisions à prendre quand elles sont de la responsabilité de tout un chacun. Double opération, pouvant être faite si l'on se plie aux exigences méthodologiques de l'épistémé. Nul, personne ou institution ne saurait prétendre détenir le vrai et le bien et prétendre les inculquer à un enfant a priori sans défense. Il s'agit seulement de l'instruire pour que dans sa vie privée aussi bien que dans sa vie publique, il soit en mesure de prendre les décisions qui sont fondées en raison et non en conformité avec la doxa, que celle-ci soit personnelle ou qu'elle soit l'opinion du plus grand nombre, facilement manipulable.